Cécile Rockler, bonjour. Bonjour Olivier. Directrice d'Empruntis, courtier spécialiste en crédit immobilier. Alors avec vous, bien sûr, on va faire un tour d'horizon du crédit. Il y a des nouvelles règles qui ont été annoncées par Bercy, c'était il y a quelques jours. On va voir avec vous aussi l'évolution des taux d'intérêt, qui intéresse évidemment tout le monde. Et puis un point marché, et vous avez également une étude en exclusivité à nous présenter. Tout d'abord, le Haut Conseil à la stabilité financière change quelques règles, on va les voir. Est-ce que, déjà d'une façon générale, est-ce que ce sera plus dur d'emprunter ? Alors, ce ne sera pas forcément plus dur, ça va nécessiter une meilleure préparation du dossier puisque les banques vont être attentives à rentrer dans ces critères, surtout qu'effectivement les nouvelles recommandations du HCSF vont devenir réglementaires, donc les banques n'auront pas autant de marge de manœuvre que précédemment, mais elles se sont adaptées. La nécessité de bien préparer son projet sera essentielle. Alors, on va voir maintenant dans le détail, qu'est-ce qui change? Voilà, les nouveaux critères du HCSF, donc Haut Conseil à la stabilité financière. Alors, Cécile Rockler. Alors, il y a deux critères essentiels pour bien préparer son projet, c'est la durée et le taux d'endettement ou taux d'effort. La durée, elle est limitée à 25 ans, vous pourrez rajouter 2 ans si vous achetez dans le neuf, construction ou promotion immobilière. Donc, plus de prêts sur 30 ans, ça c'est non, fini. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que ce n'est plus le cas, et même les banques elles-mêmes dans leur politique, au vu de la crise qui nous touche et de la possibilité d'avoir une crise économique, ont déjà resserré les délais, les durées d'emprunt. Le deuxième critère, et là il est beaucoup plus marqué, surtout si on l'allie au premier, durée et taux d'endettement. Donc le taux d'endettement est limité à 35%, assurance de prêt incluse. Ça c'était une nouveauté du début d'année. Aujourd'hui les banques rentrent dans ces clous-là, puisque moins de 21% aujourd'hui utilisent des dérogations pour ne pas passer dans les critères ou de 25 ans ou de 35% de taux d'endettement. Mais les deux conciliés, ça limite la possibilité d'emprunter pour les ménages modestes ou pour les très hauts revenus. Donc on est aux deux bouts de la chaîne. Oui. Et donc pour ces deux premiers critères, on va voir le troisième ensuite, mais les deux premiers, c'était une recommandation et ça devient maintenant une obligation. Tout à fait. Et alors on parle de 1er janvier 2022. Est-ce que ça veut dire que c'est les prêts qui sont discutés pour l'instant ou est-ce que ça veut dire ceux qui vont être effectifs à partir du 1er janvier 2022 ? Ce seront ceux qui seront alloués à partir du 1er janvier. Donc si vous discutez aujourd'hui avec une banque, vous êtes dans ces critères, elle a son enveloppe dérogatoire dont on va parler. À partir du 1er janvier, quand vous commencerez à discuter d'un prêt avec une banque, elle sera obligée de rentrer dans ces critères-là, au-delà de l'enveloppe. Et ça, effectivement, c'est une contrainte, vous avez raison de le mentionner, puisque l'année 2021 aura permis aux banques de s'adapter à ces critères-là. À partir du 1er janvier 2022, plus d'adaptation, on est dans les règles. Alors, cette enveloppe ? Alors, c'est une enveloppe qui a été octroyée par le HCSF pour justement sortir de ces critères. Ça laisse au banquier la possibilité d'étudier son risque et de décider quand il va ou quand il n'y va pas au vu de ces deux critères. Donc, si vous voulez emprunter sur 26 ou 27 ans en dehors du neuf, si vous voulez avoir 36, 37 ou 38% de taux d'endettement, les banques bénéficient d'une enveloppe trimestrielle, et le mot trimestriel a son importance, pour déroger à la règle. Donc, elle peut tout à fait décider de vous suivre, même si vous ne rentrez pas dans les critères, mais seulement pour 20% des nouveaux dossiers de crédit immobilier qu'elle va faire. Mais et là, ça, bien sûr, le particulier ne peut pas le savoir. Donc, non. Bon, alors, c'est effectivement l'exercice difficile, c'est que quand vous consultez une banque, vous ne savez pas où elle en est de sa consommation de son enveloppe. Est-ce qu'elle va être à même de vous proposer un crédit ou au contraire, est-ce qu'elle sera déjà au maximum de ses dérogations? Et ça nécessite de consulter plusieurs banques. Mais est-ce que ça veut dire que le courtier, lui, va faire cette démarche supplémentaire d'aller voir justement les banques pour dire mais il y a une fenêtre de tir plutôt sur celle-ci et donc c'est un travail supplémentaire? Alors, c'est un travail qu'on fait au quotidien de toute façon, puisqu'on travaille main dans la main avec les partenaires bancaires. Le but du jeu pour nous, c'est d'arriver à financer nos clients. Donc, on est effectivement au courant de comment les banques gèrent leur politique commerciale et si elles ont des marges de manœuvre ou pas. Et ça sera vraiment un nœud au moment du printemps de l'immobilier, puisqu'on parle d'enveloppe trimestrielle. Ça veut dire qu'au moment du printemps, là où le plus grand nombre de projets se réalisent en vue de la rentrée scolaire, ça pourrait être un handicap. Et là, il faudra effectivement consulter plusieurs banques pour être sûr de pouvoir passer si on est en dehors des clous. Alors, si on regarde le tableau, là, on voit les critères donc, des banques. Alors, peut décliner, Cécile Rockler? Alors, il y a évidemment le respect des normes HCSF, au-delà de l'enveloppe dérogatoire dont on parlait, mais il y a un certain nombre de critères qui sont regardés par les banques. Alors, ça a toujours été le cas, mais depuis le premier confinement, on voit bien que les banques sont très attentives à chaque critère et qu'elles étudient chaque dossier. Et donc, il va falloir être le plus séduisant possible pour le banquier. Alors, évidemment, le saut de charge, on parle plutôt de primo-accédant. Si vous étiez locataire et que vous devenez propriétaire, il ne faut pas que votre mensualité de crédit soit beaucoup plus forte que votre loyer, sinon la différence, ça sera de la capacité des
d'épargne pour assurer le banquier. L'apport personnel, alors c'était pas une règle, si on s'était parlé en septembre 2019, on avait 20% des primo-accédants qui arrivaient à emprunter sans apport. Aujourd'hui, l'apport est devenu quasiment une obligation. Donc obligatoire. Donc l'apport, c'est quoi, toujours à peu près 10% de la valeur du bien? Tout à fait, Olivier. On est au minimum sur 10%, c'est-à-dire les frais. La banque, elle ne veut pas s'engager sur un montant au-delà du prix du bien. On va avoir quelques exceptions, comme pour toute règle. Si je suis jeune, que je vais rentrer dans la vie active, forcément, je n'ai pas eu le temps de mettre de l'épargne de côté. Si j'ai une situation professionnelle évolutive, c'est-à-dire que mes revenus peuvent évoluer fortement dans les années à venir, la banque pourra être conciliante sur l'apport. Pas de banque qui puisse prêter en faisant un crédit très général englobant plusieurs choses, même avec des crédits à la consommation. Il faut vraiment qu'il y ait un minimum d'apport personnel. Alors, si vous voulez embarquer des crédits à la consommation, des dettes, on va plutôt parler de regroupement de crédits, avec aussi une enveloppe destinée à l'acquisition du bien. Ça se fait, mais là aussi, les banques vont regarder la qualité de votre dossier et elles ne vont pas prendre de risques. Donc oui, c'est tout à fait possible, ça s'étudie. Donc c'est possible. Ah oui, non mais tout est possible en fait. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir bien préparé son projet et rassurer le banquier, surtout si on veut racheter des crédits en cours. Et ça fera un rebond avec le dernier point qui est la bonne gestion du budget. Aujourd'hui, plus que jamais, les banques sont très attentives sur la qualité de la gestion des comptes. Si vous êtes un peu dépensier ou si vous avez peu de marge de manœuvre budgétaire, peu de capacité d'épargne, la banque sera moins transigeante sur l'enveloppe dérogatoire justement du HCSF. On va juste regarder le slide précédent, juste une petite chose peut-être à voir avant de passer sur les taux immobiliers. Voilà, sur le secteur d'activité, la profession d'entreprise, donc ça veut dire, est-ce que ça continue toujours, et peut-être de plus en plus d'ailleurs, qu'on ne prête aux personnes qui sont en CDI? C'est ce fameux contrat à durée indéterminée, qu'on a une visibilité sur l'emploi et que malheureusement, ceux qui sont en CDD, à moins d'avoir, quand on est primo-accédant, des parents derrière qui a un peu d'argent, un peu de patrimoine, c'est difficile. Donc c'est toujours le sacro-saint CDI, d'avoir de la visibilité sur l'emploi. Vous avez raison, en fait, le but du banquier, c'est de prêter à quelqu'un qui va pouvoir rembourser à long terme son échéance de crédit. Donc forcément, le CDI peut présenter une forme de Graal pour le banquier, même si c'est plus toujours le cas aujourd'hui, beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Pour autant, avec la crise sanitaire, les banquiers sont beaucoup plus regardants à la situation professionnelle. Avant la crise, on parlait de secteur d'activité, mais aussi de l'employabilité. Aujourd'hui, la banque va même regarder la qualité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, puisque si c'est une entreprise qui est fortement touchée par la crise et que ça peut avoir un impact sur votre situation, la banque va regarder. Alors, il n'y a pas là aussi de règles figées dans le marbre. On va regarder les intérimaires, bien sûr, les intermittents, on va regarder les auto-entrepreneurs. Ça va dépendre de votre situation. Ce qu'il faut, c'est rassurer le banquier sur la période passée. Donc, sur les 2 à 3 années précédentes, montrer que vos revenus sont plutôt en évolution positive ou au moins stable et que vous avez un fort niveau d'employabilité, c'est-à-dire que vous ne prenez pas 6 mois de vacances tous les 6 mois. Mais alors, typiquement, chez Empruntis, quelle est la part des CDD ou des intérimaires? C'est-à-dire, hors CDI, combien de personnes où les dossiers, finalement, passent pour accéder à... Alors, c'est très variable en fonction des professions. Si vous êtes un CDD... À peu près, si on fait une moyenne. On va être entre 5 et 10% en fonction des professions. Oui, tout à fait. Ce qui est peu, mais est-ce que ça veut dire que les gens qui sont en CDD ou qui sont intérimaires se disent c'est pas le moment ou c'est pas possible? Je pense qu'il faut quand même tenter sa chance parce qu'en fait, ça dépend de la qualité de votre dossier. Si je suis en CDD et que c'est une façon de vivre que j'ai choisie parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans une entreprise, mais que je bosse tout le temps, que j'ai des revenus qui sont plutôt évolutifs et qu'en plus je suis dans un secteur d'activité qui recrute, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème d'employabilité, la banque va regarder le dossier. Puis si en plus j'ai de l'apport et qu'il est supérieur aux 10%, je vais rassurer le banquier. Apport personnel, c'est en moyenne, en France, c'est 70 000 € à peu près. Oui, tout à fait. Et il est en progression sur tous les profils cette année. Très bien. Alors, les taux d'intérêt, on va quand même regarder ce magnifique tableau. Donc, sur 20 ans, donc c'est la durée moyenne. Et donc, ça, voilà, on ne va pas dire que ça s'est écroulé, mais en tout cas, ça descend régulièrement depuis, là, on voit l'exemple depuis 2015. Où en est-on aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, sur 20 ans, vous empruntez à un taux moyen de 1%. On n'a jamais connu ça. Historiquement, c'est le taux moyen le plus bas. Et pour les meilleurs profils, on va pouvoir aller même chercher en dessous de 0,7%. Depuis 2015, les taux ont été visés par plus de 2. Ça veut dire quoi pour un emprunteur? Ça veut dire qu'il va gagner, il va avoir une mensualité 15% inférieure à celle de 2015 pour le même montant emprunté. Donc ça fait réellement un vrai pouvoir d'achat. Quelles sont, alors c'est très bien, mais les raisons objectives d'une possible remontée des taux d'intérêt? Selon vous, alors Cécile Rockler, pronostic, est-ce que vous pensez que d'ici
la fin de l'année, en fait, les taux ne vont pas tellement bouger. Ils pourraient remonter en début d'année prochaine. Donc, quel est votre scénario? Il faut prendre des risques. On prend des risques. Il n'y a aujourd'hui pas de raison d'avoir une remontée des taux. Les banques sont très volontaristes. Aujourd'hui, les échanges qu'on a avec elles, c'est que 2022 doit être plus dynamique encore que 2021 puisqu'elles ont des objectifs ambitieux de conquête. Et quand vous voulez conquérir avec du crédit immobilier, il n'y a presque que le taux que l'emprunteur regarde. Pourtant, il devrait regarder beaucoup d'autres aspects, modulation d'échéance, report, qui ne sont pas proposés par toutes les banques et pas dans les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, c'est le taux qui fait la promotion. Donc, il n'y a pas de raison que ça augmente avant la fin de l'année. On a plutôt même eu des baisses cet été, ce qui était assez extraordinaire. Et donc, on devrait démarrer 2022 avec des taux quasiment identiques à ceux d'aujourd'hui. Il faut savoir que 5 ou 10 centimes de plus, ça ne change pas fondamentalement plus le projet d'un emprunteur. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans un scénario de stabilité. Stabilité, donc des taux d'intérêt. Vous dites quoi, jusqu'au premier trimestre 2022, à moins d'un événement économique majeur, ça ne devrait pas bouger de ce côté-là. Ça ne devrait pas, quasiment pas bouger. Même avec les nouvelles règles, et vous nous dites en fait que ça ne va pas forcément durcir l'accès au crédit, ces nouvelles règles. Pas sur les taux, puisque les banques seront plus sélectives et que le HCSF impose de lui-même une sélection plus forte des dossiers. Donc il n'y a pas de raison que les taux de crédit remontent aujourd'hui. Bon, très optimiste en tout cas pour la suite. Alors, on va voir une étude exclusive pour Figaro Immobilier. Vous nous avez dressé différents profils en fonction des typologies. Alors, premier, c'est le primo-accédant, celui qui achète pour la première fois. Alors, commentaire. Alors, les éléments importants, c'est qu'on a globalement une stabilité des profils. Ça ne bouge pas ni en termes de revenus, ni quasiment en termes de couple. On prend 2 ou 3 points de couple en plus. C'est souvent lié au fait qu'il faille avoir un revenu plus important et une stabilité plus importante pour acheter aujourd'hui au vu des politiques des banques et du HCSF. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la part des sans-apport. Aujourd'hui, ils sont que 7% à arriver à se financer sans apport. Ils étaient 20% il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est un élément clé. Et puis évidemment, l'augmentation de l'apport. On a une augmentation de l'ordre de 5% du montant d'apport nécessaire à faire une opération qui reste quasi stable. Et la maison qui a la cote, on le voit auprès des primo-accédants. Et de tous les profils quasiment. Le tableau suivant, alors là, qui concerne les secondo-accédants. Là, c'est la deuxième opération immobilière, que ce soit maison ou appartement. Commentaire? Alors, on a beaucoup plus de couples qu'avant. Clairement, le confinement a certainement poussé, les confinements ont certainement poussé les couples à aller chercher plus grand, plus vert, avec des extérieurs. On a un apport issu de l'épargne qui a augmenté fortement de 9% et un apport issu de la revente qui a augmenté de 4%. Un crédit qui augmente lui aussi pour au final faire des opérations qui sont 8% plus élevées qu'en 2020. Donc, on voit que à la fois les prix de l'immobilier et les souhaits des emprunteurs d'avoir une maison plus grande avec plus d'espace va jouer sur l'opération des secondo-accédants. Très bien. Alors, tableau suivant qui concerne là les investisseurs dans le locatif. Alors, les investisseurs, dans leur projet, il n'y a pas grand-chose qui change, que ce soit l'apport, le montant d'emprunt. On est sur des profils quasiment stables. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que vous ne voyez pas sur le tableau, c'est les revenus. Les revenus ont augmenté de 5%. Aujourd'hui, les politiques des banques… Par rapport à 2020. À 2020, sur un an. Les profils d'investisseurs locatifs sont vraiment regardés très attentivement par les banquiers pour 2 raisons. D'abord parce que quand vous allez avoir des difficultés de paiement, la première mensualité qui va trinquer, c'est plutôt votre investissement locatif que votre résidence principale. Donc, on va avoir une attention toute particulière aux finances. Et puis, en période de crise comme aujourd'hui, on sait aussi que le marché de l'emploi, les entreprises peuvent avoir des défaillances. Ça veut dire que votre locataire peut défaillir. Et du coup, le banquier va être très attentif à votre capacité à gérer de la vacance locative et donc à avoir des revenus suffisamment élevés. En plus, le HCSF a demandé aux banques de contraindre les loyers pris en considération dans le taux d'endettement. Les banquiers vont devoir opérer une pondération qui est de l'ordre de 70 à 80% en fonction des banques. Donc l'opération immobilière est de plus en plus regardée à la loupe en tout cas. Clairement, et le profil de l'investisseur aussi, et sa capacité à avoir de l'épargne résiduelle et des revenus importants aussi. Donc ça fait bouger le prisme des investisseurs locatifs. Très bien. Dernier tableau que l'on va voir, alors là, on en a beaucoup parlé, c'est les résidences secondaires. Alors. Les résidences secondaires, ce qui est intéressant de noter, c'est l'évolution de l'apport. Il a augmenté de 16% en 1 an. On est sur des achats qui sont certainement beaucoup plus importants en termes de montant, puisqu'on a une hausse quasiment de 10% de l'opération qui est réalisée, avec une augmentation du crédit et de l'apport. Il faut savoir que les résidences secondaires ont été beaucoup plus achetées en proximité du lieu d'habitation que les années précédentes. On a vu par exemple
en Île-de-France, la volonté d'avoir un pied-à-terre ouvert quand on était locataire ou propriétaire d'un appartement dans Paris ou en Petite Couronne. Et c'est valable dans toutes les grandes villes de France. On est allé chercher de la résidence secondaire un peu moins loin et donc un peu plus cher. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages avec ces différents profils. Dans l'actualité, l'assurance emprunteur, ça devrait évoluer avec un projet de loi qui devrait être déposé d'ici à la fin de l'année. C'est Patricia Lemoine qui est députée majorité présidentielle. Ce serait la possibilité de résilier quand on le souhaite et sans condition l'assurance emprunteur. C'est possible ? Alors oui, c'est toujours possible. Après, on a de nombreuses discussions et le pouvoir public parle d'assurance emprunteur depuis maintenant quelques années, puisqu'on a eu quand même la loi Lagarde, la loi Hamon, on a eu l'amendement Bourquin. Qui avait déjà assoupli, en fait. Oui, clairement. Et tout ça contribue à faire baisser le coût de l'assurance, à augmenter les garanties, puisqu'on a un coût d'assurance qui a été divisé par 2 en l'espace de 6 ans et des garanties qui ont fortement progressé. Donc, c'est au bénéfice de l'emprunteur. Maintenant, la première contrainte dans de la déliaison d'assurance, c'est l'emprunteur lui-même qui n'a pas forcément envie de repartir dans des procédures administratives, des examens médicaux et qui souvent connaît mal le coût et les garanties de son assurance parce qu'il faut rappeler que l'assurance emprunteur, c'est la seule protection de l'emprunteur. Absolument. Et dernière chose, peut-être on va finir par des conseils pratiques. Vous, quel regard portez-vous sur ce marché de l'immobilier et puis vos règles d'or, Cécile Roclor? Aujourd'hui, le marché est dynamique. Les emprunteurs qui préparent bien leur projet arrivent à mener à terme leur projet et avoir un financement. Trop souvent, les emprunteurs, on commence par avoir l'envie de regarder ce qui se passe sur le marché, regarder les offres, et puis ils ont un coup de cœur, ils visitent, et ensuite ils vont chercher un financement. Aujourd'hui, c'est pas la bonne pratique. Les banques étant extrêmement attentives et en plus le nombre de biens étant très limité, il est vraiment important de préparer son projet en amont, de connaître bien sa capacité à investir dans son projet, donc l'apport personnel, mais aussi sa capacité de financement. Si on achète dans le neuf, on peut aussi avoir des aides avec le prêt à taux zéro, par exemple. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre pour arriver à décrocher son financement, c'est vraiment la préparation du projet. Anticiper et surtout anticiper aussi la gestion de ses comptes. Jusqu'à présent, on disait toujours qu'il fallait faire du ménage dans les 3 derniers mois parce que c'était les 3 derniers relevés de compte qu'on allait soumettre à la banque. On commence à avoir quelques établissements qui nous disent en fait, j'aimerais bien avoir les relevés de frais de l'année passée pour voir effectivement si cette bonne gestion, elle n'est pas qu'une préparation au projet immobilier, mais que c'est bien une gestion au fil de l'eau des comptes. Et donc ça aussi, c'est une alerte pour les emprunteurs. Préparer son projet et encore préparer. Cécile Roclor, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.